pense que les élèves sont extrêmement chanceux. Moi je dirais c'est les matériaux, mais j'ai pas assez écouté pour que je puisse l'utiliser là maintenant. Avec plusieurs de la volée, on a dit mais go, il faut qu'on aille là-dedans, ça ouvre des portes. Aujourd'hui, qu'est-ce que je regretterais si je n'y avais pas été? Lui, il avait ce côté où il nous racontait les histoires en fait. Allez, on restait toute la pause et puis on n'allait même pas dehors, quoi. On a besoin aussi d'autres compétences qu'on a vues à l'école. Ça va être du limage, du l'anglage, du réglage. On a eu des très très bonnes bases, je crois. 1-2 minutes, vous présentez. Moi, je m'appelle Samuel Gillot. J'ai fait l'école d'horlogerie les 3 ans pour devenir horloger praticien. Après, j'ai continué donc 2 ans en technicien avec vraiment le côté laboratoire horloger et puis conception, construction horlogère. J'avais fait un travail de diplôme là-dessus qui m'avait passionné vraiment. Et de là, j'ai pu aller au cabinotier chez Vacheron Constantin. J'ai travaillé avec ceux qui ont fait la montre la plus compliquée au monde. 57-260 à l'époque. Voilà, c'est un petit atelier où on apprend énormément, quoi. Donc ça, c'était génial. Comment je suis arrivé dans l'horlogerie, en fait, en discutant avec un horloger de chez Patek Philippe, qui m'a vraiment aiguillé sur ce métier-là parce que je savais pas forcément quoi faire au début. En discutant avec lui, que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était l'horlogerie qui était fait pour moi, quoi. Je m'appelle Cédric Miller, j'ai 35 ans. On s'est croisés avec Samuel, mais on s'est surtout rencontrés après nos études. J'ai découvert l'horlogerie un peu par hasard. J'aimais bien les montres quand j'étais petit, mais j'y connaissais rien. Des paires d'ailes au vestiaire, au foot, et puis ma grand-maman m'en rachetait une, c'était des flics-flacs au début, c'est devenu des Casio. Et sans rien connaître, j'ai pu faire un stage chez Vacheron Constantin à la fin de l'école obligatoire. Puis là, j'ai découvert qu'il existait des montres sans pile, qu'il y avait des choses mécaniques qui faisaient qu'une montre pouvait fonctionner. Ça m'a passionné à mon jeune âge, à 14 ans. J'étais pas très scolaire, puis l'horlogerie m'a plu, donc je me suis lancé là-dedans. Je fais mon apprentissage en dual chez Vacheron Constantin. J'ai continué technicien en 3 ans. Qu'est-ce que vous pouvez parler un peu de votre passage à l'école, justement? C'est assez rapide comme apprentissage. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. On commence à construire ses outils la première année. Et puis ensuite, vraiment aller sur le mouvement, fabriquer pièce par pièce. Et puis assembler la montre école. Petit à petit, on se rend compte de tout le travail qu'on a fait en amont. Quand on arrive à quelque chose qui fonctionne à la fin, c'est là où il y a énormément de satisfaction. Donc j'étais chez Vacheron. On n'avait pas de montre école. J'avais proposé le projet de la montre école Vacheron, qui existe aujourd'hui. J'ai commencé, c'était fabriquer ses outils. C'est pas le truc que j'aimais le plus, la micromécanique. Par contre, c'est nécessaire. Je pense que c'est indispensable même pour devenir un bon horloger. Et puis j'avais un maître d'apprentissage qui aimait pas ça non plus. Pour la petite anecdote, aux examens, j'ai dû faire un levier aux aiguilles. J'étais très content de mon levier aux aiguilles, il était magnifique, mais il respectait aucune cote. J'ai eu un bon 3,5. Heureusement que j'étais un petit peu meilleur ailleurs. Pendant l'apprentissage en pratique, on avait encore ces cours inter-entreprises, simplement que c'était au sein de l'école, par des profs de l'école. Ça, c'était aussi des bonnes expériences parce qu'on se retrouvait avec tous les apprentis des autres marques. On découvrait nos manières de travailler, nos outillages qui étaient un peu différents. Et c'était assez chouette justement d'échanger à ce moment-là. Est-ce qu'il y a une compétence ou une connaissance que vous avez appris durant votre apprentissage et qui vous est encore utile ou vous utilisez encore tous les jours? Ouais, il y en a plein, ouais, voilà. Ouais, je pense qu'il y en a plein. Propreté, la rigueur. Ouais. On n'était pas dans les bâtiments les plus propres. Par contre, on nous a vite raconté que l'ennemi numéro 1 de l'horloger, c'était la poussière, l'humidité, auquel on a pu travailler. On a des locaux très sécurisés, très adaptés, on va dire, au métier d'horloger. Ou alors, on est dans des vieux bureaux aussi qui sont pas du tout adaptés, mais on arrive quand même à se créer cet environnement assez propre. On a besoin aussi d'autres compétences qu'on a vues à l'école. Ça va être du limage, de l'anglage, du réglage. Où on nous donne les clés, on nous donne un peu de la théorie qu'on est capable après de réutiliser et de développer et d'aller plus loin. L'école est là pour nous donner les bases et puis les clés, c'est à nous de les trouver après. On a eu des très bonnes bases. Une matière que vous avez pas aimé à l'époque mais qui vous est utile aujourd'hui? Moi, je dirais c'est les matériaux, mais j'ai pas assez écouté pour que je puisse l'utiliser là maintenant. Je suis en train vraiment de réfléchir à d'autres matériaux, d'autres façons de faire des traitements thermiques, etc. Mais il y aurait peut-être un cours qui m'énervait. C'était le réglage. Et aujourd'hui, c'est un de ceux qui me servent le plus. Un souvenir de votre parcours à l'école? Quelque chose de marquant ou drôle, ou à l'inverse, peut-être quelque chose qui a été difficile. L'école comme elle est faite, elle est très dynamique avec des concours, des choses comme ça. Et moi j'avais reçu un prix au Grand Prix de l'horlogerie. On reçoit sa première montre là-bas. Enfin voilà, c'est des histoires qui marquent bien, qui motivent bien. Le choc de passer d'un monde scolaire d'enfants à un monde d'adultes. Dans ma classe, il y avait des gens en réinsertion professionnelle qui pour moi étaient des vieux. Ce choc où moi j'étais encore un gamin et eux c'était déjà des adultes. C'est vrai que là il y avait un grand gap. Peut-être que ça c'était la partie la meilleure mais en même temps la plus dure. Vous êtes resté encore en contact avec d'anciens
camarade de classe et ou prof. On se voit souvent régulièrement pour faire des apéros ensemble, discuter voilà de ce que devient chacun. On est tous dans des entreprises différentes, on a une moyenne un peu de ce qui se passe dans l'horlogerie et de savoir qu'est-ce qui se passe à gauche, à droite. Et un professeur, c'est Monsieur Mayor, donc qui est bien connu ici, que je revois souvent dans les salons. Il essaye de promouvoir voilà mes montres à chaque fois qu'il peut. Et puis c'est lui qui m'avait donné vraiment cette passion pour l'horlogerie. Il avait ce côté où il nous racontait les histoires en fait. Allez, on restait toute la pause et puis on n'allait même pas dehors quoi. Avec quelques-uns, on a gardé des bons contacts, on se voit régulièrement. Oh, c'est assez chouette, c'est assez intéressant de pouvoir échanger justement. Que des gars qui ont des super parcours. Salutations et félicitations à eux. Une personne en plus avec qui j'ai gardé un contact, on s'est suivi un peu professionnellement. C'est Patrick Jaton, prof en 4e année. Ensuite, on a été collègues chez Vacheron. On a été collègues chez Chourière. Quand moi j'ai quitté, lui était de retour à l'école et puis c'est lui qui m'a permis d'intégrer l'école en tant que prof également. Donc on a un parcours assez lié, je dois dire. C'est une belle rencontre. Petite dédicace peut-être. J'ai eu un prof qui est devenu directeur et puis qui est parti rejoindre les étoiles, c'est Pierre Amstutz. On va encore mesurer les années à venir le travail qu'il a fait et la passion qu'il avait pour cette école. Je pense qu'on peut lui rendre notre reconnaissant pour encore bien longtemps. Je pense qu'il a marqué les esprits. Une grosse pensée à Pierre. Si vous deviez revenir en arrière et changer quelque chose par rapport à votre parcours à l'école, qu'est-ce que ce serait? Écouter aux matériaux. Ouais, être plus curieux, encore plus curieux, quoi. D'être avide de connaissances. Et je l'ai été, je pense, mais j'aurais pu l'être encore plus pour après être polyvalent, en fait. Est-ce qu'il y avait un prof qui vous faisait peur ou que vous redoutiez? Pas un prof, mais un examen qu'on redoutait. Ouais. Tirage au sort du chapitre de matériaux, on dit tombé sur quoi? Métaux et alliages divers. Autant de dire que j'ai galéré. T'en souviens? Non, c'est vrai que matériaux, Ça marque. ils faisaient pas peur, ils mettaient une pression que certains profs ne mettaient pas. Ouais, voilà. Même quand on était un peu serein, on l'était pas réellement, au final. Platner, on se tenait à carreau, hein. Mais aujourd'hui, avec du recul, j'ai tellement de plaisir à le revoir. Quelqu'un que j'apprécie beaucoup, hein. Si vous deviez donner un conseil à une personne qui commence aujourd'hui son apprentissage, Je pense que c'est là où on construit vraiment nos bases. Il faut sans cesse vouloir apprendre. Il faut pas hésiter à poser les questions et puis à vouloir apprendre, en fait. Je pense d'être curieux de tout. Je pense que c'est un très très bon conseil. Puis moi aussi, je pensais que j'étais pas très scolaire, que je continuerais pas les études. Dès que je pourrais m'arrêter, je m'arrêterais. Dans les derniers mois de ma 4e année, j'ai eu des séances d'information pour faire technicien. Avec plusieurs de la volée, on a dit mais go, il faut qu'on aille là-dedans, ça ouvre des portes. Aujourd'hui, qu'est-ce que je regretterais si j'y avais pas été? Intéressez-vous, prenez le maximum. On a de la chance d'avoir une équipe de profs qui sont jeunes, hyper dynamiques, qui font évoluer l'école. C'est ultra positif pour l'école. Donc essayez de prendre conscience de la chance que vous avez, d'avoir des profs passionnés qui sont prêts à vous donner tout leur savoir. C'est précieux. Vous vous en rendrez compte peut-être pas tout de suite, mais dans quelques années. en 1 ou 2 mots, comment vous résumez votre passage en tant qu'étudiant? Le mot que j'ai appris à l'école, c'est un peu la passion pour ce métier. Cette passion, elle est due à beaucoup de choses. Aux professeurs que j'ai rencontrés, ces matières que j'ai aimées, ce côté technique, les complications. Je dirais fierté. Je suis fier d'avoir fait partie de cette école, de son histoire, d'avoir réussi mes diplômes, d'avoir appris des choses, d'avoir côtoyé tous ces gens, d'avoir constitué un réseau au sein de cette école. Je trouve, ben voilà. J'ai pas pris la 57-260, je sais pas si t'avais bossé dessus. Ouais, alors non, j'ai plus bossé là-dessus. C'était la dernière année où il a finissé, donc enfin voilà, et tout était déjà conçu. Alors je sais pas, déjà si t'as le droit d'en parler ou pas, mais c'est cette vidéo, Non, à justement, quoi ça alors- te fait penser cette image? Je sais pas ce que j'ai le droit de dire en fait. J'ai fait à peu près 4 ans chez Vacheron Constantin, donc avec cette équipe-là, qui était dédiée à des pièces de haute complication. On travaillait souvent sur des pièces qui faisaient 15-17 complications, des chiffres assez hauts en termes de budget. Et on était là pour innover, chaque fois repousser les limites. C'est des génies, moi j'ai été content de travailler avec eux. Puis il y a un moment où j'ai voulu prendre ma direction, quoi. Ce qui est assez exceptionnel, c'est que tout horloger veut partir et arriver directement dans une place qui est la place exceptionnelle de complications, et que la réalité du terrain, c'est plutôt tu commences par Ouais. faire un peu d'emboîtage pendant quelques années, et puis on verra ce que tu fais s'il y a un poste qui se libère. Et dans ton profil, Ouais. tu as eu la chance de pratiquement intégrer la dernière salle. En fait, c'est ça, ouais. J'avais fait un bon projet de diplôme, concevoir un mécanisme de réveil sur la montre école. Et j'avais adoré, quoi, ce côté, voilà, on crée, on fabrique. Du coup, il y avait quelqu'un de chez Vacheron Constantin qui était là et qui a bien aimé aussi. Jean-Pierre Burki, ouais, exactement. Et j'ai su après qu'il avait déposé mon CV, sans plus. Mais vu que c'est lui qui l'avait déposé, ils ont étudié quand même le CV. Parce qu'ils en ont reçu des centaines et des centaines. Moi, j'avais rien de ce qui était demandé pour ce poste-là. J'avais pas les 5 ans d'ancienneté, j'avais pas le logiciel demandé. Quand ils m'ont exposé au premier entretien le poste, c'était là dans ma tête, c'est le poste rêvé en fin de carrière à la limite. Si j'ai la possibilité de faire ça au début, c'est fou, quoi. Convaincu sur un deuxième entretien, un troisième entretien. Le troisième, c'était sur un logiciel dont j'avais aucune connaissance. Donc j'étais revenu 2 jours à l'école pour travailler avec Christine Guyot, enfin qui m'a un peu appris ce logiciel pendant 2 jours. J'ai fait ce que je pouvais et au final j'ai été pris, quoi. Quel a été le déclencheur pour que vous créiez votre boîte?
J'avais plus envie d'évoluer plus vite en tout cas et de me lancer dans une aventure. Plutôt que d'être dans un confort, c'est plutôt de se challenger. Et le plus grand challenge, c'est de se dire, bah voilà, je vais créer ma marque de montre. Donc ça va de fabriquer la montre, créer la société. Il y a un monde qui sépare le travail que je faisais avant. J'étais devant un ordinateur 8 heures par jour, je dessinais, je faisais la construction. Là, c'était de me dire, bah, ça sera une partie de mon temps. Le reste du temps, ce sera de l'établi, aussi bien de l'administratif, la comptabilité, la création d'entreprise, du marketing, de la vente. Et ça, c'était vraiment une volonté, en tout cas, d'avoir un atelier, de pouvoir faire venir les gens, de pouvoir vraiment avoir cet échange-là. Moi, j'avais peur de me lancer. Un rêve de gamin avec un pote d'enfance qui a pas fait horloger, mais qui avait clairement le virus pour l'horlogerie assez vite. Et ça faisait longtemps qu'on en parlait. On avait les deux, hein, des positions très très confortables. C'est-à-dire, moi j'y vais, tu viens? Et clairement, c'est grâce à lui. Et c'est grâce à mon associé et puis pote d'enfance, Nico, qui m'a vraiment tiré par le bras et qui m'a dit ok, maintenant faut y aller. On se lance dans un océan bleu où en fait on apprend 15 autres métiers. Peut-être 15, c'est pas assez, 15 000 autres métiers. Enfin, pour la plupart, c'est des choses qu'on n'avait pas anticipées. Et heureusement d'ailleurs. Heureusement qu'on ira encore moins été. Ouais, là, je pense qu'il vaut mieux pas tout savoir. Ouais, c'est une expérience incroyable. Les yeux des gens qui brillent quand on leur explique avec passion évidemment notre projet, notre concept, qui nous disent waouh, mais c'est incroyable ce que vous faites, et rien que ça requinque, ça donne de l'énergie, ça amène un petit peu plus quelque chose d'un petit peu plus spécial à notre quotidien. La fierté de se lever le matin et de dire bah on est en train de faire quelque chose qui marque les esprits, qui va rester quoi. Tu le dis, être 2 ou voire 3 pour créer le projet, c'est parfois réconfortant. Toi, t'es parti tout seul? Moi, c'était vraiment, je suis parti seul. Alors, mais ouais, encore une fois, enfin, je pense qu'on se rend pas bien compte quand on se lance. Et heureusement. Et même seul, moi, bah voilà, je me suis dit, j'y vais, j'ai un projet, ça me tenait tellement à cœur. J'avais acheté des vieilles machines, je faisais des prototypes. J'avais envie d'en faire toute la semaine plutôt que d'en faire que le week-end. Je me lance là-dedans. J'ai aussi autour de moi ma compagne qui est là et qui me soutient, donc c'est obligatoire. La difficulté, c'est de rendre cette aventure viable. On se bat pour avoir de la visibilité par rapport à des marques qui ont des budgets énormes marketingment parlant. C'est ça la difficulté dès le début, en fait, quand on lâche ce confort, c'est d'arriver à cet équilibre. En étant seul, est-ce que tu as eu ce problème de peut-être vouloir tout garder pour toi au début, ou maintenant avec le recul te dire il faut déléguer? Déléguer, c'est bien, mais on n'a pas bien le choix au début que d'un peu tout faire soi-même. Ça avec du site internet, on a de la chance avec les réseaux sociaux, donc de pouvoir communiquer directement et toucher un maximum de personnes comme ça. Alors on a une montre. Pour pouvoir faire la promotion, il faut des photos. Des photographies horlogères, ça coûte extrêmement cher. Donc au début, ben voilà, il faut se débrouiller comme on peut. Trouver un arrangement avec un photographe ou faire ses photos soi-même, retoucher ses photos soi-même. Enfin, souvent, c'est des compromis, c'est des arrangements avec des personnes. Le monde des indépendants est assez solidaire. De plus en plus, ouais, je pense, ouais. Ouais, pour moi, c'est clair. C'est clairement une famille, une communauté de gens. Et bah, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Samuel. Et c'est comme ça qu'on a vu qu'on avait aussi la même vision. Moi, je crois que je suis le premier fan de Samuel, comme il disait tout à l'heure. Ouais, il est tout seul. Ouais. Et il fait tout ce que nous, on faisait à 3. Il le faisait tout seul. Et j'étais là, ouais, mais déjà, moi, j'arrive pas à m'en sortir. Mais comment tu fais, toi? Surtout première année, je restais dans mon coin un peu, vieille école, on va dire. Que vraiment, je me suis rendu compte, que c'est important en fait de discuter, d'aller voir les autres, de partager, en fait, d'échanger. En fait, grâce à vous, voilà, il y a eu des choses où vous m'avez aidé, des liens avec des sous-traitants ou des choses comme ça, qui font que moi, ça m'a permis aussi d'évoluer de mon côté. On est trop petit pour se manger des parts de parmi, et du coup, on a tout meilleur temps à se donner les bons filons, à se donner les mauvais filons aussi, et expliquer va pas chez lui parce que tu vas perdre ton temps. Il y a un retour comme ça, et ça qui est intéressant. Jusqu'à faire une collab. Voilà. On s'adapte au client ou c'est le client qui s'adapte à nous? On doit toujours être réceptif et ouvert à ce que le marché, ce que les clients nous font comme retour, parce que c'est eux qui nous font avancer. La mentalité qu'on a voulu avoir, c'est que toutes les remarques, toutes les critiques, on les a prises comme des challenges. C'est la perception de nos clients ou c'est la perception d'un de nos clients. Comment on peut lui expliquer que c'est pas la perception qu'on aimerait donner, ou alors il a complètement raison, comment on peut changer? Forcément, on s'adapte. Évidemment, il y a un message qu'on veut faire passer, aux compétences qu'on aimerait montrer, de l'optimiser, de travailler, de faire en sorte qu'il rentre dans les cadres de ce que les gens attendent, en fait. Parce que c'est eux qui nous font vivre, c'est nos clients qui nous font vivre. Donc, on est obligé de les écouter.
J'évolue, mais j'évolue grâce au retour des collectionneurs ou aux échanges que je peux avoir avec eux et qui me permettent de me remettre en question. Ok, la direction, je l'ai, mais il y a plus ou moins de nuances à mettre derrière et il y a même quelqu'un qui est pas amateur d'horlogerie qui peut donner un regard qui peut être utile en fait par la suite. Ça, je pense que c'est hyper important, c'est de se remettre en question. On part vraiment avec quelque chose, on le sort de nos tripes et après, c'est de se dire, ok, maintenant, il va falloir faire évoluer tout ça et pas de se dire, j'ai fait la montre la plus parfaite possible. Non, c'est pas vrai. C'est une base et ensuite, on va aller évoluer. Et l'échange qu'on a avec les collectionneurs, il est hyper important. Comment vous restez informé des nouvelles tendances et des nouvelles innovations? Quand on est à son compte, je pense qu'on n'a pas trop le choix. Pas forcément toujours en train de regarder ce qui se fait d'autre chez les horlogers, mais dans d'autres industries. Quels sont les matériaux qui sont développés? Ah, mais ça, est-ce qu'on pourrait pas en faire un bracelet? Ah. J'aime bien deux types d'horlogerie. L'horlogerie créative, donc avec vraiment des matériaux différents. La première édition que j'ai fait, c'est en utilisant en associant le bois et l'acier. Et c'est vrai que c'est des choses qui sont peu utilisées en horlogerie. Et du coup, j'ai voulu justement relever un peu ces challenges-là. Je m'intéresse aussi à d'autres industries. Quand j'avais mes machines le week-end, j'usinais beaucoup de matériaux, de choses comme ça qu'on n'avait pas forcément l'habitude d'utiliser en horlogerie. J'aime bien aussi le côté très technique, d'aller ajouter des complications, des mécanismes complexes. C'est vrai, je regarde beaucoup de journaux horlogers, beaucoup sur Instagram. Le régulateur, il est venu comme ça. C'est-à-dire au début, je voulais partir sur un mécanisme assez simple. Et puis d'un seul coup, je me suis dit pourquoi pas avoir des minutes rétrogrades. Puisque j'ai les minutes rétrogrades, pourquoi pas avoir des heures sautantes. Quand j'assemblais la montre, je me disais pourquoi j'ai voulu faire aussi complexe, quoi. C'était une... Alors, comment on lance une marque? On commence par quoi? Une feuille idée, ouais. Ça tombe bien, c'est le nom de... Ça rebondit parfaitement sur la question, pourquoi ID Genève et pourquoi Kaori? Idée, c'est pour identité. Une nouvelle identité dans le monde du luxe. Une identité un petit peu plus durable. Changer un petit peu les codes de cette horlogerie très opaque. Et puis surtout qui pense aux conséquences qu'on peut avoir sur l'environnement. Et proposer d'être un laboratoire, que l'horlogerie, que le luxe de manière générale devienne un laboratoire de durabilité. Le kaori, au final, c'est un arbre qui pousse en Nouvelle-Zélande. Et c'est en allant là-bas que je me suis dit il y a quelque chose à faire avec donc l'histoire de ces kaori qui sont les bois les plus anciens disponibles sur Terre. Et du coup, ce serait la base de mon aventure. En associant ces bois qui sont exclusifs, qui font partie des matériaux les plus exclusifs, en les associant à la montre. Un bon pote. Sans zipper le gay, hein. Ça te fait penser à quoi? Une très très chouette rencontre. On a eu de la chance de le rencontrer il y a un peu plus d'1 an. Bon bah voilà, moi je vis mon rêve en ayant monté ma marque avec 2 copains pour crédibiliser aussi le message qu'on essaie de faire passer, parce que 3 petits gars de Genève et Lausanne qui montent leur marque de montre et qui veulent faire tout durable et qui veulent faire de l'économie circulaire, blabla, c'est bien joli. Mais quand ça devient crédible et puis qu'une personnalité de cette envergure valide le projet et puis vient rejoindre l'équipe en tant qu'investisseur, ça crédibilise à fond et c'est un deuxième rêve qui se réalise. Quelles sont les limites des montres de luxe? Quand on parle de montre, on parle d'un objet qui est pas indispensable dans la vie de tous les jours. Ça devient de plus en plus un métier d'art. C'est comme dans l'art, hein. Il y a des limites dans l'art. Non. Dans l'art, il y a des choses que je trouve absolument absurdes et incompréhensibles, mais il y a des choses magnifiques. C'est ce qui fait la beauté de l'art. C'est qu'il y en a pour tous les goûts et il y en a pour tout le monde. Donc, à mon avis, il n'y a clairement pas de limite. Enfin, je pense aussi, hein. C'est un instrument technique, mais on parle de quelque chose d'artistique. Et quand on parle d'art, pas de limite. Aucune limite. Cette partisan plutôt du horloger toute la vie ou horloger en partie et avoir une passion à côté? Horloger, c'est bien, quelques heures par jour. C'est surtout très 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 important d'avoir des ressources aussi à côté. Je disais tout à l'heure, j'avais peur quand je me suis lancé. C'est clairement grâce à ma famille et mon pote qui est venu me tirer que j'ai osé me lancer. Puis d'avoir d'autres passions aussi à côté. Je pense que le sport et ces choses-là, ça fait du bien. Horloger le jour, c'est bien, puis la nuit, il y a d'autres choses à faire. Moi, j'essaye de vraiment prendre du temps mes week-ends pour la famille et puis parce que eux en retour font pas mal de sacrifices. Il y avait le vernissage du Grand Prix de l'horlogerie, bah voilà, il faut aller à ces soirées-là. C'est du temps qui est pris pour ça et du coup c'est important derrière de prendre du temps avec sa famille, de se ressourcer, de penser à autre chose pour quand on revient être vraiment focus. Je fais beaucoup de trail, donc voilà, c'est vraiment dès que je sors le week-end, dès que je sors de l'atelier, c'est de faire autre chose. De cette liste ou pas? C'est une passion. Un aboutissement ces dernières années avec un titre de champion suisse, champion d'Europe. Les dernières années étaient belles, éprouvantes, que ce soit professionnel et extérieur, mais c'est aussi un aboutissement. J'en reviens à ce mot, j'ai pas envie de le dire, mais voilà, une fierté aussi de
de soutenir ce club, de soutenir ses couleurs dans toutes les galères jusqu'au meilleur moment. Et toi, Samuel, tu parlais de trail, c'est un peu ton échappatoire? Ouais, clairement, c'est d'aller courir, me vider la tête et puis de penser à autre chose, quoi. Il y a un bon petit trail à Zermatt, l'extrême. Donc c'est une course, c'est 25 km, c'est pas long, hein. Mais par contre, le dénivelé, il est fou. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle école? Je pense que les élèves sont extrêmement chanceux. Ouais. J'ai un peu des étoiles dans les yeux quand je parle de cette école parce que, de là où on vient, hein, l'ancienne école qui a fait son temps, qui a bien servi, et d'arriver dans ces locaux-là, de voir cette façon dont ça a été aménagé, la façon dont ça a été pensé par tous les profs, toutes les personnes qui ont été impliquées dans ce projet. Là, c'est un bel écrin, bref, pour apprendre. Ouais, je trouve vraiment que c'est monstrueux dans le sens extrêmement positif. C'est une chance énorme d'avoir une école comme ça à Genève et une fierté, encore une fois. Une fierté. Faut en parler, c'est la plus vieille école du monde, école d'horlogerie du monde. Venez découvrir. Ce qui nous rend fiers, ce qui rend Genève fière, c'est peut-être une des raisons pour laquelle Genève est la capitale mondiale de l'horlogerie. En tout cas, d'un point de vue économique. Avec les années, toutes les grandes marques qui sont établies ici, évidemment, il n'y a pas que ici, mais c'est une des raisons pour laquelle le Swiss Made est autant reconnu à travers le monde. Vous avez peut-être une chance de découvrir et participer à la fête du 200e anniversaire d'une de ces institutions. Donc, venez. Quand ça va être chouette. Le 14 juin.